voulez, je peux recommencer l'enregistrement ou on peut continuer comme ça, puis il y aura la coupure par la suite. Merci d'être là aujourd'hui à cet atelier sur une université en commun, ouvrir les possibles pédagogiques et transformationnels. Nous avons Jonathan et Philippe qui vont vous présenter une courte présentation de ce sujet super intéressant de monde académique et les communs. Donc, sans plus tarder, je vous laisse démarrer. Parfait, merci beaucoup. C'est moi qui vais introduire brièvement la présentation d'aujourd'hui qui reflète en grande partie en fait un article que Jonathan et moi avons préparé dans la dernière année qui se trouve à être une réflexion à savoir comment les études des communs peuvent nous aider à amener des références qui sont pertinentes pour ce qu'on pourrait appeler réenchanter l'université. Ramener l'université dans le monde, ramener l'université vers un engagement qui se veut politique, engagé, normativement fort. Donc, quelles sont les notions qui tournent autour des communs qu'on peut mobiliser, qui seraient particulièrement pertinentes? Quels sont les axes de réflexion qui émergent de cette rencontre entre le monde universitaire actuel qui est traversé par une série de défis après des décennies de conséquences de réformes néolibérales et ces notions de commun-là? Donc, comment on va développer une série de réflexions? C'est d'abord en mettant en résonance ces idées et notions-là dans l'histoire de l'université. Avoir différentes pratiques qui répondent à des réalités qui sont spécifiques à différentes époques, mais qui peuvent nous apprendre une série de choses sur ce que l'on peut faire et sur les possibles actuels. En deuxième temps, on va ensuite discuter d'expériences que l'on aura vécues, Jonathan et moi, au sein de l'École d'innovation sociale Elisabeth Bruyère, où il y a eu toute une série d'expérimentations avec les collègues, à savoir comment on fait de l'université un commun, non seulement entre professeurs, mais aussi avec les autres personnes qui habitent l'université, évidemment les étudiants, étudiantes, chercheurs, chercheuses, mais aussi les autres employés qui sont au sein de leur mur, et les gens qui sont aux alentours de l'université, que nous considérons aussi comme des membres de cette collectivité. Donc voilà, sans prendre plus de temps, là, je céderai la parole à Jonathan qui va nous amener à voyager dans les notions et dans le temps, université et commun. Super. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction. Je suis heureux de présenter aujourd'hui les grandes lignes d'une réflexion qui pourrait prendre des heures à développer, mais on va essayer vraiment d'aller droit au but. Tout d'abord, pourquoi penser de l'université à partir du commun? Si on essaie de remonter à l'histoire de la communauté universitaire, donc qui remonte au 11e, 12e siècle environ, du côté de l'Europe, des grandes universités comme l'Université de Paris, Bologne, et on regarde comment s'est constitué les universités, on peut voir d'emblée que ça ressemble à des communs. Le thème des communs, je vais essayer de l'introduire de façon très large. Peut-être que vous en avez beaucoup discuté à travers le sommet de Fab City qui porte sur le thème Fabriquer les communs. Donc, comment nous, on entend les communs de notre côté? Ça se réfère d'une part à trois choses. Une entité, ça peut être un bien ressource qui est partagé par une communauté. Donc, il faut qu'il y ait des membres, des individus ou des groupes qui gèrent ensemble une chose qui est partagée. Et par la suite, il faut qu'il y ait des règles de gouvernance également. Donc, des règles qui soient capables d'assurer les droits d'usage, de gestion pour assurer la protection du commun dans la durée. Donc, avec ces trois éléments, on peut définir le commun comme un ensemble de règles collectives par lesquelles une communauté gère un bien ou un espace ou une ressource partagée. Le commun, une chose qui est intéressante ici, ce n'est pas une chose qui existe en soi, comme une chose naturelle ou strictement un bien économique. C'est avant tout une institution. Et du côté universitaire, en fait, l'université est une institution, puis je vais essayer de montrer en quoi elle s'est instituée en tant que commun. Donc, c'est une forme, on pourrait dire, d'analyse ou de perspective rétrospective. Donc, on revient en histoire avec le prisme ou la lunette d'analyse des communs, mais on peut voir que quand même, les propriétés, les caractéristiques du commun dans cette histoire. Donc, je ne pourrais pas faire un long cours d'histoire de l'université, ça serait un peu trop long à faire et on n'a pas beaucoup de temps. Mais si on essaie de remonter à qu'est-ce que l'université dans son origine, ça désigne une corporation qui regroupait à l'origine un ensemble de maîtres et d'étudiants, d'élèves. Donc, Universitas Magistrorum
et Scholarium, c'est en fait une forme d'association de professeurs et d'étudiants qui était reconnue avec un statut juridique qui permettait en fait de pouvoir produire, transmettre, enseigner et conserver un ensemble de connaissances, de savoir de façon autonome. De façon autonome par rapport au pouvoir ecclésiastique, au pouvoir de l'Église, mais aussi face au pouvoir du roi. Donc, au même titre qu'aujourd'hui, les biens communs se désignent comme des façons de gérer des ressources qui ne prend pas le modèle d'une entreprise privée ni le modèle d'une puissance publique ou étatique. L'université, c'est en quelque sorte une communauté, un commun de ressources intellectuelles qui sont co-gérées par un ensemble de professeurs et d'étudiants. Évidemment, il y avait des rapports hiérarchiques, donc les maîtres, les professeurs avaient davantage de pouvoir, mais il y avait quand même la reconnaissance des collèges étudiants qui permettaient d'assurer une certaine autonomie. Et sans trop remonter à toute l'histoire des universités, elle s'est transformée au fil des époques. L'université médiévale, on en voit encore des signes aujourd'hui qu'on fait des cérémonies, par exemple, à la fin avec différents galas, la remise des diplômes. On a même des grands costumes d'origine médiévale. C'est une institution qui a une très longue histoire. Mais elle a quand même évolué beaucoup au 19e siècle. Elle s'est transformée avec le modèle de l'université de Humboldt, entre autres, une université qui était un lieu de connaissance, de savoir, de recherche universitaire. Et là, je vais faire un saut dans le temps pour aller remonter jusqu'à aujourd'hui où l'université est en train de se transformer sous le modèle néolibéral. Une chose que je voulais prendre en compte aussi, à l'origine, le principe de gouvernance des universités est défini par la collégialité. Qu'est-ce qu'on entend par la collégialité? Ça peut se définir de différentes façons. On l'entend souvent de façon, on pourrait dire, interpersonnelle, la collégialité entre professeurs ou entre étudiants, comme des relations de soutien mutuel entre des collègues. Donc ça, c'est une des premières choses. Mais ça peut désigner aussi la collégialité, un ensemble de valeurs partagées, une vision du monde, une certaine façon de prendre des décisions ensemble. Donc, ça représente une certaine culture organisationnelle par lesquelles les universités sont gouvernées, gérées de façon autonome. Et ensuite, de façon plus large, la collégialité universitaire, ça désigne une forme d'autogouvernement, d'autogouvernance par et pour la communauté universitaire par les professeurs. Et ça remonte à son origine médiévale, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les universités sont de plus en plus appelées à être transformées. Elles passent de statut de bien commun de la communauté universitaire sous forme progressivement d'entreprises qui doivent être bien gérées par des administrateurs en vue de servir des clients, par exemple, qui sont les étudiants. Les professeurs sont amenés à publier davantage de connaissances, non pas pour d'abord et avant tout l'enseignement, la transmission des connaissances, mais vraiment pour la production intensive en vue d'obtenir des financements, d'engager différentes ressources humaines. Et on voit progressivement, en fait, puis là, je ne pourrais pas résumer tous les travaux qui ont été écrits dans les 20 dernières années sur la transformation néolibérale des universités. Et aujourd'hui, en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'on veut parler de l'université en commun? C'est pour se rappeler de l'origine des universités, mais voir qu'à travers l'histoire, elle a été créée en commun. Et aujourd'hui, ce qu'on assiste, en fait, c'est une certaine précarisation des universités qu'elles passent de statut de commun progressivement vers une forme, on pourrait dire, de enclosures. Donc, dans l'histoire des communs, c'est comment on a privatisé, par exemple, des terres communales, des biens communs, et on les a transformés en propriété privée progressivement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, sans vouloir faire une très grande critique, ça serait long à faire, de toutes les dimensions de l'université entrepreneuriale ou néolibérale, c'est qu'on assiste à un grand processus complexe de marchandisation des connaissances, de rationalisation de la gouvernance universitaire par des principes de flexibilité, de gouvernance managériale tirés des écoles de commerce. Et on voit une plus grande influence du secteur privé qui cherche en quelque sorte à avoir davantage de contrôle sur les processus de la recherche, mais aussi sur le financement et différentes articulations, même avec des programmes universitaires qui sont conçus par ou pour les entreprises avant tout. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de se dire, si nous ne voulons pas, puis là, c'est une thèse forte qu'on va soutenir ici, que l'université se transforme
en entreprise, qu'elle soit gérée comme une entreprise privée, que les professeurs se conçoivent non pas comme des enseignants ou des pairs qui doivent gouverner l'université de façon collégiale, mais qui se retrouvent à travailler comme des entrepreneurs et qu'on perd un peu cette culture de gouvernance universitaire basée sur la collégialité. Ce qui se passe, c'est que l'université va devenir de plus en plus hétéronome, c'est-à-dire dirigée, contrôlée par des puissances extérieures au lieu de se gouverner elle-même de façon autonome. Donc, pour nous, c'est extrêmement important de, en quelque sorte, faire en sorte que l'université reste un commun et de voir comment on pourrait non pas seulement imiter ce qui a été fait dans le passé, donc revenir à l'université médiévale, à cette belle époque, par exemple. Donc, ce n'est pas d'avoir une critique nostalgique de ce que c'était l'université, c'est plutôt de voir comment on peut s'inspirer des principes du commun pour orienter les choses, pour ouvrir des nouveaux possibles en termes de transformation de la gouvernance universitaire, en termes de transformation de la société, des transformations des différentes pratiques d'enseignement, de la connaissance et peut-être une nouvelle interface entre l'université et le reste du monde de la société qui ne serait pas basée uniquement sur une vision, je dirais, instrumentale, c'est-à-dire l'université comme outil ou comme instrument pour pouvoir créer de la richesse économique, mais vraiment peut-être comme une nouvelle façon que l'université pourrait apporter son soutien pour lancer des initiatives collectives, contribuer à résoudre des problèmes sociaux de grande ampleur. Et pour ce faire, notre thèse, c'est qu'on pourrait se baser sur l'idée des communs. Donc, j'ai fait un petit récapitulatif historique ici des universités qui était certes très schématique, rapide et incomplet, mais c'est pour dire que l'idée de créer une université en commun, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui remonte à l'origine de l'université. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction? Donc, sans vouloir entrer dans trop les détails, je dirais qu'il y a trois grands axes de l'université qu'on pourrait créer en commun. D'une part, il faut être capable de retrouver ce qu'on pourrait appeler la gouvernance collégiale des universités en termes de culture organisationnelle, mais aussi de règles de gouvernance pour être capable de créer une autonomie universitaire. Qu'est-ce que ça comprend? Je crois en fait qu'il ne faut pas uniquement revenir à l'ancien modèle de l'université qui est entièrement dirigé par les professeurs parce que la communauté universitaire est très complexe, mais on ne doit pas aussi faire en sorte qu'elle soit de plus en plus contrôlée par une série d'administrateurs ou administrateurs indépendants qui viennent souvent du milieu privé et autres, mais vraiment d'assurer la gouvernance de l'université de façon démocratique avec l'ensemble des membres de la communauté universitaire. Donc, faire un peu plus de place pour, par exemple, les différents étudiants, pour différents employés de l'université, différentes strates de personnes qui sont impliquées de près ou de loin. Donc, on ne peut pas faire ici de plan précis de quelle serait la grande réforme au niveau de la gouvernance universitaire pour la rendre plus démocratique et inclusive et collégiale, mais c'est un des premiers axes, vraiment réviser la façon dont l'université est gouvernée, gérée, pilotée pour se diriger, on pourrait dire, vers un modèle de société autogérée, autogouvernée de façon collégiale et démocratique. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Je ne pourrais pas l'approfondir aujourd'hui, mais disons, c'est un vaste chantier, comment changer la gouvernance universitaire. Deuxième chantier, je vais aller vite un peu sur ça aussi, c'est la question de la recherche et de l'enseignement qu'on devrait penser comme des communs de la connaissance. Donc, par exemple, au niveau de la recherche, on assiste aujourd'hui avec des grandes revues savantes, payantes, qui coûtent extrêmement cher pour les ressources universitaires, des bibliothèques. On a vu des grandes universités comme Harvard, par exemple, qui paient des grandes fortunes pour avoir accès à des revues scientifiques payantes. Et de plus en plus, ce qu'on voit actuellement, c'est le mouvement de la science ouverte, de l'open access aussi, et des nouvelles licences Creative Commons ou des licences copyleft pour produire la connaissance, pour la rendre accessible universellement. Donc, créer des communs de la connaissances qui peuvent prendre la forme de biens numériques, de biens communs numériques, mais des communs culturels, communs universitaires produits par et pour les professeurs, les étudiants. Ce genre de choses, au lieu de les rendre uniquement accessibles pour une minorité de personnes, puis de contribuer à un modèle extractif de la richesse qui est privatisé, qui limite la circulation des idées, on doit miser sur la science ouverte. Aussi au niveau des cours, par exemple, on voit de plus en plus de cours en ligne actuellement, mais c'est souvent avec une certaine restriction des frais de scolarité et ainsi de suite pour assurer le financement des universités. Mais il y a de plus en plus d'universités qui font des MOOC, des cours ouverts massifs en ligne, qui sont universellement accessibles. Donc, c'est différentes pistes qu'on peut explorer ici, qui est un autre aspect, comment produire des connaissances, des savoirs qui vont devenir des biens communs accessibles pour toutes les personnes qui veulent les consulter. Et
Le troisième aspect, puis je vais laisser la parole à Philippe ici pour ça, c'est la question de retrouver à travers les pratiques d'enseignement de recherche, à travers les cours et les programmes, créer une nouvelle interface entre les universités puis la communauté. Donc, je ne vais pas pouvoir approfondir cet aspect. Mon collègue va le faire un peu plus avec notre expérience qu'on vit à l'École d'innovation sociale qui est basée à l'Université de Saint-Paul à Ottawa, une toute petite université. On a eu la chance, Philippe, moi et d'autres collègues, de créer un nouveau département universitaire inspiré, on pourrait dire, de la philosophie des communs pour essayer d'avoir des nouvelles façons d'enseigner, de produire et de se relier au reste du monde autour. Donc, je vais conclure ma présentation ici pour vous dire notre article, c'est une série de chantiers qui seraient à explorer et à ouvrir. Mais on voulait montrer que l'université pouvait être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je vais conclure ici ma première partie de présentation. Parfait, merci Jonathan. Bon, je regarde le temps. En quelques minutes, j'aimerais vous présenter directement en fait des exemples de qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique universitaire à partir du moment où on veut s'inspirer de ces notions-là, de ces expériences historiques-là. Le premier exemple auquel je pense et celui que je veux vous présenter, c'est qu'est-ce que ça veut dire la collégialité dans la salle de classe. On pense souvent collégialité entre professeurs avec l'administration, mais la collégialité dans la salle de classe, notre expérience à l'école nous a amené à revoir la pédagogie de fond en comble. Ici, j'amènerai des idées qu'on a publicisées, qu'on a publiées dans un article que j'écrivais avec Anaïs Morales-Sudon, où on voyait comment les idées de Bellux, Paulo Freire, Sandra Moranti pouvaient nous aider à revoir comment on entre en relation avec les étudiants et étudiantes et la communauté. La première idée que je voulais vous partager, là, c'est Bellux qui nous dit comment pouvons-nous servir, c'est-à-dire de penser l'éducation comme un service, non pas à soi-même pour son futur individuel, non pas en termes, évidemment, là, des revenus de l'université, mais en termes d'impact sur la communauté, donc de concevoir la salle de classe en partant comme un espace hybride où on se trouve déjà avec les deux pieds ancrés dans les communautés auxquelles nous appartenons. Hooks construit sur les idées de Paulo Freire qui ont été très influents chez elle, où il nous dit qu'enseigner, ce n'est pas transmettre de la connaissance, mais créer les conditions pour que cette connaissance-là émerge des gens. Donc, à partir du moment où on conçoit cette pédagogie-là depuis les communs, ça veut dire que la passation de connaissances est autogérée entre tous les membres d'une communauté d'apprentissage que nous appelons la salle de classe, mais qui devient beaucoup plus que ça. Et Sandra Moranti va vraiment saisir cette idée-là en disant qu'on vise, oui, à développer un esprit critique, mais on vise aussi à diffuser concrètement des modèles sociaux alternatifs et que ces deux processus-là doivent aller main dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la salle de classe, on vise à apprendre en faisant. On vise aussi, avec les études graduées, à valoriser la recherche-action à un très haut niveau dans notre petit département où on va remettre en question constamment les études, les apprentissages en fonction de partenariats que l'on mène d'une année à l'autre avec les gens de la communauté. Donc, ça crée une tension pratique qui est riche, qui est fertile, où nos idées sont constamment butées aux difficultés du faire, du réel, de la pratique. Et ça nous oblige à adapter notre apprentissage, notre passation de connaissances, à demander, comme Paulo Freire dit, du maître d'être lui-même élève des difficultés actuelles, des sensibilités actuelles, du vécu des gens qui se trouvent dans sa classe. Donc là, on s'éloigne du magistral parce qu'on est dépendant non seulement du contexte externe de l'université, mais on est dépendant aussi d'où viennent nos étudiants. Qu'est-ce qui importe? Donc, quand on disait là, comment pouvons-nous servir, ce n'est pas un absolu. C'est quelque chose qui est relatif à des réalités qui sont très particulières. Donc, ces idées de commun-là, ça vient complètement bouleverser la façon dont on va planifier un cours. Le syllabus est constamment remis en question et contesté, et c'est fantastique. Les projets qui sont menés vont, nous l'espérons toujours, avoir un impact sur la société, mais ils vont pouvoir être passés à une prochaine classe. Ils vont pouvoir amener les gens à vouloir étudier parce qu'ils souhaitent s'impliquer dans des projets qui sont concrets et inversement. Donc, c'est un rapport à l'université qui est très distinct, où
nous pensons que le problème de la tour d'ivoire, le problème du savoir déconnecté se retrouve vraiment à être transcendé par cette intimité avec la communauté, avec les membres de la communauté d'apprentissage, avec la fin du piédestal du maître. Et ça vient vraiment d'une compréhension de la collégialité qui résonne avec des concepts liés au commun et qui peuvent ramener justement cette salle de classe, cette université-là, à être un espace de réappropriation et d'engagement dans le réel, dans le social. Donc, nous, on l'a vécu de toutes sortes de façons, des projets où les étudiants vont choisir de mener sur une année la création d'un pub. Après ça, c'était de soutenir des groupes antiracistes, etc. Différentes façons de s'engager dans le milieu. Et ça va amener les étudiants et étudiantes à être aussi beaucoup plus... en fait, je dirais certains étudiants et étudiantes qui étaient moins bienvenus à l'université pour diverses raisons, à se sentir plus à l'aise, plus à la maison, puisque leur force se retrouve à être valorisée par leurs pairs, par leurs professeurs aussi et par la communauté. Enfin, je m'arrête ici pour dire que à partir du moment où on fait entrer ces idées-là de façon sérieuse, qu'on se donne les possibilités de les mettre en pratique administrativement, là, ça ne veut pas dire que c'est tout simple faire ce que je viens de mentionner là, avec l'administration universitaire. Il y a toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de choses qui arrivent. Et comme Jonathan le mentionnait, c'est le début d'un beau chantier pour nous d'exploration et de mise en pratique. Donc voilà, je laisse Jonathan conclure. Super. Mais merci beaucoup, Philippe. Donc, je suis parti de la grande histoire des universités, des grands principes des communs pour atterrir dans la salle de classe avec une nouvelle philosophie pratique. Comment on fait pour incarner ces principes-là, pour pas que ça reste des belles idées, mais que ce soit des formes de vie qui soient expérimentées dans l'université, à l'extérieur, en dialogue avec des problèmes sociaux vécus, avec des étudiants et des professeurs qui changent leurs relations les uns avec les autres. Et pour conclure, je dirais qu'un des principes des communs que je n'ai pas évoqué au début de la présentation, mais qui est essentiel, et de plus en plus d'études qui se font sur ce concept, c'est que ce n'est pas une chose, mais même uniquement une institution. J'ai dit au début, l'université, c'est une institution. Enfin, le commun, c'est une institution, mais pour faire vivre cette institution, il nous faut des pratiques de mise en commun, ce qu'on appelle le commoning. Donc, le terme en français, c'est difficile à décrire. C'est des pratiques continues de mise en commun, une forme d'agir en commun qui fait vivre les communs, pour que les communs puissent être des choses en quelque sorte qui soient dynamiques, vivantes, complexes et qui évoluent. Et ce qui va être le plus utile, pertinent et essentiel pour créer une université en commun, c'est comment nous-mêmes, en tant qu'employés, en tant qu'étudiants, en tant que professeurs, on peut faire vivre ces différentes pratiques de mise en commun qui sont différentes façons de se relier les uns aux autres, de se relier au reste du monde. Et pour ce faire, ça va passer à la fois dans le champ de la recherche, donc comment créer de la recherche autrement, dans la salle de classe, comment enseigner avec ces différents principes de mise en commun, de collégialité qu'on fait vivre, puis que les étudiants vont apprendre à vivre ensemble et que le professeur va être là pour appuyer ça. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut transmettre ces idées de mise en commun aussi pour que l'université soit mise en commun en quelque sorte, ou soit reliée avec le reste de la société, soit dans une échelle de proximité, soit pour des projets de plus grande ampleur aussi. Donc, on a juste exploré ici différentes dimensions. L'idée de commun, elle est très riche. Ça nous demande en quelque sorte de voir concrètement, en contexte, en situation, comment on peut appliquer ces idées. Donc, on a juste voulu ici vous lancer des mondes possibles, d'autres façons de faire pour essayer une gouvernance universitaire collégiale, démocratique, autonome, et voir comment les communs pouvaient être utiles pour penser la recherche, l'enseignement, l'organisation universitaire, la salle de classe. Et je crois qu'on pourrait faire des cours entiers juste pour explorer ces différentes idées. Donc, merci beaucoup pour les 2-3 personnes qui nous ont écoutés. Puis, je pense qu'on a une période pour les différentes questions, commentaires que vous pouvez avoir avec nous. Oui, merci Jonathan, merci Philippe. Très intéressant pour ma part comme expérimentation. C'est un défi majeur et nécessaire, surtout l'ancrage dans la communauté et les défis. Le mouvement Fab City vient justement demander à repenser nos organisations d'enseignement et de co-apprentissage. Peut-être, oui, commentaire, question de Paola ou Sana. Paola a fait un long message, en fait. Peut-être elle résume bien sa pensée dans le chat de la conversation.
En fait, elle aurait une question. Est-ce que vous vous sentez optimiste par rapport aux chances que l'université change ainsi? Hein? Quel est le rythme de transformation potentielle de nos institutions et celle que vous êtes actuellement? Donc, le côté un peu élitique ou néolibéral en même temps, comme vous avez bien présenté aujourd'hui, une gouvernance externe, beaucoup. Donc, peut-être, je vous donnerai encore 2, 3, 4 minutes, là, le temps, parce qu'il y a d'autres choses après, mais 2, 3 minutes pour répondre, si vous voulez. Oui, là-dessus, on a évidemment beaucoup de réflexions. Est-ce qu'on est optimiste ou pas? Ça dépend. En fait, plutôt que de parler de l'université, on tente plutôt de parler à nos collègues. Ce que nous, on a découvert, c'est que c'était bien possible de réussir, mais qu'il y avait une condition. C'était l'action collective au sein des murs de l'université. Donc, la conséquence de voir l'université comme un commun, c'est que c'est aussi un lieu de mobilisation pour la transformer. Et si on veut être optimiste, mais il faut qu'il y ait une mobilisation collective de ceux qui y habitent, de ceux qui la font vivre. Alors, est-ce qu'on est optimiste ou pas? Évidemment, ça dépend d'une institution à l'autre, mais je pense que des discussions comme celles qu'on a aujourd'hui, celles qu'on tente d'engager avec le papier qu'on a écrit, Jonathan et moi, bien, c'est ce qui permettra peut-être aux universitaires de se voir davantage comme des acteurs d'action collective et un peu moins comme des atomes libres qui évoluent dans l'université de façon... Je pense que Philippe nous a quittés. Il y a peut-être un petit problème technique, mais peut-être qu'il va pouvoir se joindre à nous aussi. Mais ce que je voulais dire, pour peut-être reprendre la balle au bon, parce que c'est une très belle question, est-ce qu'on est optimiste, cynique ou ainsi de suite? Je dirais que moi, Philippe, on a eu la chance de créer un département universitaire dans une toute petite université, l'Université de Saint-Paul, qui est basée à Ottawa, qui est 1500 étudiants. En termes de professeurs, on est 60 quelques professeurs. C'est une toute petite université, ce qui la rend plus agile. Et je dirais que c'est possible de créer en quelque sorte différents embryons de biens communs dans les salles de classe, dans des programmes, à différents endroits. Dans le champ de la recherche, on voit que la science ouverte, l'open access, c'est quelque chose aussi qui arrive, qui se généralise de plus en plus. Je dirais que je serais un peu moins optimiste ou plus pessimiste ou même cynique, peut-être sur la possibilité concrète de réformer l'université pour la rendre globalement vraiment plus démocratique et gouvernée en commun. Donc, quand on va, par exemple, dans des grandes universités de 50 000 étudiants, comme l'Université d'Ottawa, des grandes universités dans les grandes villes du côté du Canada ou ailleurs, c'est des grandes bureaucraties, des grandes administrations publiques. Et là, pour changer la structure de gouvernance de ces grandes entités, je pense que, comme disait Philippe, il faut beaucoup d'actions collectives, il faut avoir un plan, il faut avoir peut-être différents administrateurs en place qui ont ces idées-là aussi, qui soient capables peut-être d'infiltrer dans les différentes strates de la hiérarchie universitaire pour amener une différence. Donc, je dirais que j'ai peut-être un peu moins d'espoir pour ce qui est de réformer les grandes universités, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être essayé, tenté, et on doit développer notre esprit pour voir comment on peut concrètement, dans telle université, en fonction des différents rapports de force des administrateurs, des professeurs, agir pour être capable de transformer les structures universitaires. Donc, sur ça, c'est un grand chantier. Ça va être long et complexe, mais je pense que même si on ne change pas toute la structure universitaire du jour au lendemain, on peut créer en quelque sorte des lieux de commun, des pratiques en commun dans la structure universitaire, dans les salles de classe, dans les programmes, dans des départements, et on peut expérimenter des choses aussi. Donc, je répondrai comme ça, mais c'est une très belle question. Merci, Jonathan. Malheureusement, je ne l'ai pas vu revenir là, dans la file d'attente, donc il a dû avoir un problème fil non branché, ordinateur a arrêté, quelque chose comme ça peut arriver. Mais ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres commentaires, questions, je vous remercie beaucoup de cette présentation et je suis curieux où on pourrait retrouver l'article en tant que tel que vous avez écrit. Est-ce qu'il est déjà publié, accessible en ligne quelque part? En fait, l'article il est en train d'être révisé, donc il n'est pas OK. publié encore, mais on va le publier sur notre site web aussi de l'École d'innovation sociale. Donc, si vous voulez en avoir plus un peu sur notre petit département universitaire qu'on essaie de penser comme un bien commun, je vais Oui, le mettre dans le chat ici, notre adresse. Donc, on a notre parfait. université, un centre de recherche, puis un petit atelier aussi. On essaie de faire différents projets avec les OK. étudiants.
Bon, Donc, c'est ça génial. serait ça. Parfait, c'est excellent. On a une référence pour Paula et moi, surtout. Là. J'ai déjà tweeté quand même, là, mais je n'ai pas trouvé vos comptes Twitter, je n'étais pas sûr, fait que j'ai fait attention, On je n'a n'ai pas pas de compte mis n'importe Twitter, qui. on a un gros compte Facebook puis Oui, Instagram, mais Twitter, on pourrait peut-être aussi créer une page Twitter éventuellement. il n'y a pas de problème. Parfait. Merci beaucoup. Puis à une autre rencontre pour un futur des communs. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Geoffroy, Bye merci bye. Merci Paula, Plaisir. beaucoup. Joanna.